Consécration de 343 nouveaux officiers, ses petits-fils en termes militaires. Le cérémonial est typiquement militaire et il démarre avec cette notification de la présence de la République du Mali. Le chef de l'État installé, la 47e promotion forte de 9 pays, signe son entrée avec le cycle spécial 2024-2025 de l'école militaire interarmes de Koulikoro Emia dans une allure martiale. Des regards expressifs, chaque détail est un message d'engagement et de respect des valeurs de l'officier. Le mot d'accueil du commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi précède la mise en place de la promotion au centre de la place d'armes. Le nom de la promotion est rendu public et officiel par le chef d'état-major général des armées. La 47e promotion est baptisée Promotion Pangassi Sangaré de l'EMIA. Après 2 ans de formation, les 343 officiers reçoivent des mains de leurs parrains les sabres de commandement et les épaulettes. Ici, tout est expressif. La prise des sabres ouvre la voie au commandement à travers une arme prestigieuse. Et la remise des épaulettes marque la fin de la vie d'élève officier d'active. Commence donc une vie d'officier qui appelle à assumer des responsabilités. Parmi ces officiers, celui qui s'est fait distinguer par son assiduité et la maîtrise des activités académiques et extrascolaires est le sous-lieutenant Idrissa Tchama du Mali, major de la promotion avec une moyenne de 16,6 sur 20. Il a été présenté au président de la transition avant la prestation de serment de la promotion. Prêtez serment. Officier de la promotion générale de brigade Pangassi Sangaré. Un acte par lequel les officiers se mettent au service de la nation et s'engagent pour le succès des armes au prix de leur vie. Des garanties en toute circonstance. L'intégrité du territoire national. Les nouveaux officiers exécutent par la suite la figure symbolique, une démonstration qui met en lumière l'unité nationale et les valeurs fondamentales de l'officier. La chanson de la promotion est dédiée à l'armée. La bravoure est un impératif dans un environnement géopolitique imposant la situation d'insécurité. Il faut donc répondre avec efficacité et la capacité à travers des hommes bien formés, une conviction présidentielle. Tout d'abord, je voudrais rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a donné une fois de plus l'occasion de célébrer la marche irréversible de notre armée et qui est un symbole de souveraineté. C'est aussi avec un immense plaisir en présidant cette cérémonie qui est devenue désormais une tradition bien ancrée dans la vie des forces armées de défense et de sécurité. La remise des épaulettes aux 343 officiers marque non seulement la fin de leur formation, mais le début de leur carrière dans les forces armées de défense et de sécurité. Et cela s'inscrit en droite ligne de la vision des autorités de la transition qui est de disposer une armée à la hauteur des menaces qui caractérisent notre environnement national et international. Je voudrais remercier le peuple malien et saluer surtout la résilience du peuple malien qui a très vite compris depuis le début de la transition de soutenir les orientations des outils de la transition et qui est de refonder notre outil de défense.
Et le président Goïta de poursuivre que défendre la souveraineté et la maintenir se réalise avec une armée digne de ce nom, répondant aux exigences des défis actuels liés à la lutte contre le terrorisme. Et cela passe forcément par les ressources humaines, c'est-à-dire bien recruter, avoir une formation adaptée et assurer le bien-être non seulement du soldat et de sa famille, et améliorer les conditions de vie et de travail. Et cela passe forcément aussi par les équipements des forces armées et de défense à la hauteur de la menace et surtout la mission. Au menu de cette journée, des activités sportives, des dons de médicaments à l'infirmerie du Prytanée militaire de Kati, de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la garde nationale. Un geste qui incarne l'essence du patriotisme. Cette journée n'est pas seulement un rendez-vous annuel. Elle est le symbole vivant de l'unité, de la solidarité et de la continuité entre générations qui caractérise notre amicale. Votre engagement constant a permis à l'AEPM de mener avec succès des projets d'envergure, notamment le don de sang et de médicaments. Ce geste est modeste au regard de tout ce que vous avez apporté, mais il traduit notre estime, notre respect et notre profonde reconnaissance. La journée de l'amicale des anciens des élèves du Prytanée militaire de Kati, c'est aussi le partage d'expériences entre les membres de l'organisation et la jeune génération. Vous, chers anciens, vous êtes les témoins vivants de cette noble mission éducative et patriotique de notre école. À travers vous, l'esprit prytane continue de briller dans les institutions, les entreprises, les universités et dans tous les domaines de la vie publique et privée. Par vos initiatives, vos contributions, vos conseils et votre accompagnement, vous renforcez les liens entre l'école et les anciens. Vous montrez par l'exemple que le Prytanée n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais une grande famille soudée par des valeurs communes. Cette journée de l'amicale est mise à profit pour tenir l'Assemblée générale élective de l'organisation. Ainsi, certains bacheliers ont reçu des pins. Des attestations de reconnaissance ont été décernées aux partenaires de l'amicale des anciens du Prytanée militaire de Kati. La plateforme Bembéré a tenu au mémorial Modibo Keïta le forum sur la cybersécurité, la protection des données à caractère personnel et l'intelligence artificielle dans le cadre de la deuxième phase du projet Andal, soutenu par l'ONG internationale Media Support, un espace dédié aux acteurs du monde de l'information pour apprendre et réfléchir ensemble sur la manière adéquate non seulement d'informer le public, mais aussi de respecter ses droits et le protéger. Awad Mankoulibaly pour les précisions. Les fausses informations constituent une inquiétude générale et un défi pour les professionnels de l'information. Les futurs journalistes et communicateurs doivent donc prendre conscience et bien s'outiller pour mieux exercer leur profession dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. Nous avons appris quand même que le monde a besoin d'une sensibilisation nécessaire pour pouvoir décliner les désinformations. Et on doit vérifier les informations sur des réseaux sociaux pour savoir si l'information est pertinente ou non. Le fake news fait désormais partie du quotidien du journalisme malien. Maintenant, c'est aux journalistes eux-mêmes de savoir comment est-ce qu'ils doivent s'en sortir. Maintenant, de travailler à diffuser des informations crédibles et transparentes, à diffuser aussi des informations authentiques, impartiales. Avec l'éclosion des réseaux sociaux, la lutte contre les fausses informations est plus rude. À défaut de venir à bout de ce phénomène, l'éducation aux médias peut être une solution pour amoindrir les dégâts engendrés. Il faut comprendre qu'on ne peut pas empêcher la circulation des fausses informations. Donc ce qui est possible, c'est de faire justement ce travail de vérification des informations. Quand nous voyons un contenu, en tant que journaliste professionnel, en tant qu'étudiant en journalisme, il faut savoir identifier, questionner la légitimité de la source et ne surtout pas se précipiter pour partager, parce que ce qui est très grave, c'est cette course à l'audience, cette course
à obtenir des vues sur les réseaux sociaux et ça nous perd. Chaque mois, le projet Yélin collecte les fake news sur les réseaux sociaux et les analyse. Des articles sont ensuite produits pour informer et sensibiliser sur la rumeur la plus répandue. Je vous l'annonçais dans le titre, lancement du projet Grain Mobile de la toxicomanie mis en œuvre par le club malien de convergence. Il vise à écouter, sensibiliser, conseiller et orienter les jeunes de la commune 6 sur la toxicomanie et ses effets. C'est là pendant 7 mois. Pour ce faire, 30 pères éducateurs et 120 jeunes entrepreneurs seront promus et formés. Adam Maïga nous donne plus de détails. C'est dans les grains, autour du thé et auprès des jeunes que 30 pères éducateurs vont sensibiliser, conseiller et écouter 10 000 jeunes sur la toxicomanie et ses effets. Une situation qui préoccupe les autorités du pays. Cette campagne de sensibilisation s'étendra sur 7 mois dans les différents quartiers de la commune 6 du district de Bamako. Depuis quelques années, nos communautés sont confrontées à ce phénomène inquiétant, c'est-à-dire la consommation croissante de substances psychoactives par une grande partie de notre jeunesse, j'allais dire de notre population. C'est bénéfique pour nous car ça concerne la jeunesse. On va avoir moins de jeunes aussi qui vont consommer de la drogue, que aussi il y a des jeunes qui vont avoir des projets tels que les Grains Mobiles comme ça, comme le club de convergence qui ont eu l'idée de créer l'entrepreneuriat du Grain Mobile. Il y a d'autres jeunes qui vont en profiter aussi, qui vont avoir des projets qui seront financés par nos partenaires techniques. Cette démarche d'écoute, de conseil, de sensibilisation et d'orientation s'inscrit dans le cadre du projet Grain Mobile de la toxicomanie à l'entrepreneuriat des jeunes. L'objectif de ce projet, c'est de contribuer à mettre en place et à rendre opérationnel un mécanisme local durable de lutte contre la toxicomanie et de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Notre ambition est claire, soutenir celles et ceux qui, par leurs actions, deviennent des véritables moteurs de changement. C'est dans ce cadre que s'inscrit naturellement notre partenariat avec le CMC, bénéficiaire du guichet C, dont l'engagement contribue de mettre de manière remarquable à l'émergence d'une nouvelle génération de leaders maliens. Avec cette initiative, les acteurs espèrent inverser la tendance, car sensibiliser un jeune sur les dangers de la drogue, c'est protéger toute une génération et offrir au pays les bases d'un avenir plus sain et plus responsable. Arcade Santé Plus, en partenariat avec le programme national de lutte contre le paludisme, a organisé à Bamako 2 journées d'information et de sensibilisation sur le paludisme. Des journées qui marquent le lancement de la caravane Palutour. Le compte-rendu de ces activités avec Awa Traoré. Le paludisme constitue l'une des causes de mortalité et de morbidité les plus élevées au Mali. C'est dans ce cadre que l'Arcade Santé Plus s'est donné comme cheval de bataille de lutter contre ce fléau en organisant 2 jours d'information et de sensibilisation au centre communautaire de Missabuku et de Sibininkoro dans la capitale malienne. L'objectif que nous visons en tant qu'Arcade, c'est de mobiliser, informer, sensibiliser pour que la communauté rejoigne les médecins, les SESCOM dans la lutte contre le paludisme. Parce que si aujourd'hui, dans chaque famille, dans chaque quartier, les chefs de quartier, les femmes qui sont dans les ménages arrivent à faire des activités de prévention contre le paludisme, je pense que le paludisme va diminuer. Une épine de moins dans les pieds des autorités sanitaires qui n'ont pas caché leur satisfaction. Ça fait beaucoup de dégâts sur les enfants de moins de 5 ans, sur les femmes enceintes. Et ces 2 couches, nous avons tous le devoir de les protéger. Et nous avons suffisamment d'outils aujourd'hui pour pouvoir prévenir aussi nous traiter les cas de paludisme. Donc c'est l'occasion pour nos communautés elles-mêmes de pouvoir sensibiliser à travers cette caravane pour que les mesures de prévention que nous avons, notamment les moustiquaires, puissent être utilisées à tout moment. La population a prêté une oreille attentive à ces messages de sensibilisation pour se protéger contre cette maladie. J'ai appris beaucoup de choses durant cette journée, surtout les bons comportements à adopter et l'hygiène en famille.
Avant, on faisait l'automédication sans consulter un médecin. Malheureusement, cela peut aggraver la maladie et peut conduire à la mort. Un Mali avec 0 cas de paludisme est l'ambition que s'est fixée l'Arcade Santé Plus et le programme national de lutte contre le paludisme pendant tout au long de ces journées de sensibilisation. L'Institut national de prévoyance sociale, INPS, a procédé hier vendredi à la remise de 11 véhicules à certains de ses agents. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme de crédit auto de l'Institut. Les précisions avec Aliou Abdoulaye Touré. Par cette remise des clés, l'INPS procède à la remise d'un lot de 11 véhicules neufs à ses agents. Cette opération intervient dans le cadre du programme de crédit auto instauré par la structure pour améliorer les conditions de travail et la mobilité de ses agents. Selon le responsable de la coopérative de l'INPS, cette initiative traduit la volonté de la direction d'accompagner les agents dans l'acquisition des moyens de déplacement modernes et sécurisés. Nous sommes réunis dans le cadre du programme du crédit auto au personnel de l'INPS que la coopérative a initié. C'est une activité parmi tant d'autres que la coopérative mène ici à l'INPS. Donc les critères d'abord, il faut être agent de l'INPS. Donc on tient compte aussi essentiellement de la quotité cessible de l'ensemble des salariés parce qu'ils ont d'autres charges également. Donc selon ta quotité, ce que tu peux prendre, selon les types et les montants des voitures, on te l'accorde. Le porte-parole des bénéficiaires a exprimé sa satisfaction et salué les efforts continus de l'INPS en faveur du bien-être de son personnel. On a rêvé des véhicules, donc aujourd'hui les véhicules sont là, donc on ne peut que remercier la coopérative de l'INPS, notre section syndicale, notre direction. Pérenniser des actions comme ça, parce que vu que Bamako est en train de s'étendre, vraiment ça va nous soulager beaucoup. Cette remise marque une nouvelle étape dans la politique sociale de l'Institut qui entend poursuivre ses actions en faveur du renforcement des capacités et du confort de ses agents. Briser les barrières et renforcer la participation et le leadership des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés dans la gouvernance locale dans la commune urbaine de Koulikoro. C'est l'objet du nouveau projet qui vient d'être lancé par l'ONG Djigiasso. Les précisions sur ce projet avec Adama Traoré. L'ONG Djigiasso Espoir pour les enfants vient de mettre en œuvre un projet lequel vise à briser les barrières et renforcer la participation et le leadership des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés dans la gouvernance locale dans la commune urbaine de Koulikoro. Ce projet est un appel à l'action. Notre action repose sur l'éducation, la santé, l'autonomisation économique et fondamentalement le renforcement de la participation citoyenne. Le choix porté sur la commune urbaine de Koulikoro pour le lancement du projet n'est pas fortuit. En investissant ici, nous espérons créer un impact visible et reproductible, démontrant qu'une activité citoyenne élargie mène inéluctablement à un développement plus équitable et durable. Ce projet s'inscrit en droite ligne dans le processus de développement, également un outil puissant pour permettre d'éclairer les acteurs concernés. Le projet briser les barrières et renforcer la participation et le leadership des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables dans la gouvernance locale dans la commune urbaine de Koulikoro est plus qu'un projet. C'est un pari sur l'avenir, un investissement dans une gouvernance locale plus forte, plus juste et plus représentative. Le soutien généreux du Royaume du Danemark à travers le Fonds d'appui aux moteurs du changement FAMOC 2 est un investissement dans un avenir meilleur pour Koulikoro. Ce projet aura un impact multidimensionnel. Rappelons que les citoyens formés et organisés puissent mieux interpeller les autorités et exiger la transparence, gage d'une bonne gestion des biens publics. Voilà l'essentiel de l'actualité de la mi-journée. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h avec Khadijatou Kone. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de votre télévision nationale.